Tour d'horizon de l'infiltration silencieuse de la Chine en France. Nous décortiquerons les ramifications invisibles qui ont permis au régime chinois de diffuser son idéologie communiste sur notre territoire. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Nous vous proposons une série spéciale baptisée Tour d'horizon, qui abordera plusieurs aspects dévoilant l'infiltration invisible du régime chinois en France. Nous évoquerons dans cette première série les relations France-Chine et leur impact réel sur nos vies. Pour en mesurer cette influence, il nous a paru nécessaire de vous immerger dans l'esprit du Parti communiste chinois, fidèle depuis des années à détruire complètement l'ancien monde de l'Occident, pour construire un nouveau monde, comme le voulaient Karl Marx et Lénine. Il est possible que certains de nos dirigeants très actifs ne voient pas eux-mêmes le sort qui peut les attendre. Yuri Bezmenov, ancien agent du KGB, expliquait déjà en 1985 la stratégie de l'Union soviétique pour subvertir les pays occidentaux. Il parlait à l'époque des Américains et par extension des Occidentaux. Il expliquait comment l'idéologie marxiste-léniniste, comme sous le régime chinois, a été injectée dans les têtes malléables des étudiants sur plusieurs décennies pour atteindre le stade de démoralisation. Pour être précis, la démoralisation consiste à laver les cerveaux avec l'idéologie communiste, en commençant par les médias et le monde universitaire. Ça y ressemble, non? La deuxième étape, la déstabilisation. Elle ne dure que 2 à 5 ans. L'objectif est de faire plonger la société dans le chaos en modifiant l'économie, les relations étrangères, les systèmes de défense. Le gouvernement continue ses promesses à son peuple pour rester populaire tout en s'immisçant un peu plus chaque jour dans la vie des citoyens. Le rôle des médias et du monde de l'enseignement est essentiel pour atteindre son but. J'ai comme un air de déjà-vu, pas vous? La troisième étape conduit à la guerre civile, par une révolution ou une invasion étrangère, l'immigration par exemple. Cette étape ne dure que 2 à 6 mois. Il semble que l'on en voit les prémices, n'est-ce pas? Dernière et ultime étape, la normalisation. À ce stade, la population accepte le communisme. Là, il faut compter 20 ans. 35 ans après cette prédiction, la déstabilisation prend tout son sens, avec une notion qui revient dans les médias, celle du grand reset. Commençons par la voie de l'infiltration clandestine du communisme en France. L'infiltration du communisme en Occident a commencé après la mort de Karl Marx, en 1884. La Société britannique Fabienne a été fondée pour introduire le communisme. Encourageant la progression des idées socialistes, les membres s'attirent la sympathie de personnalités importantes, ministres, hauts fonctionnaires, industriels, doyens d'université, jusqu'aux chefs religieux. Cette technique qualifiée de soft power est une des clés pour réussir cette infiltration. Alors il est intéressant de noter que Joseph Staline disait déjà « L'Amérique est comme un corps sain dont la résistance se base sur 3 domaines, son patriotisme, sa moralité et sa vie spirituelle. Si nous arrivons à saboter ces 3 domaines, l'Amérique s'effondrera de l'intérieur. » En regardant la société actuelle, si l'Amérique donne du fil à retordre à la Chine, notre France, elle, appelée la petite Chine, lui laisse encore une belle amplitude. Ce qui nous intéresse aujourd'hui est la France China Foundation. Créée en 2012, pilotée par l'ancien conseiller diplomatique d'Édouard Philippe, Emmanuel Lemain, cette fondation reçoit l'obol de grands groupes industriels. Dîner de gala au château de Versailles, les dignes représentants écoutent les discours du Parti communiste chinois. Là, on y croise nos politiciens, dont les plus connus sont Jean-Pierre Raffarin, Laurent Fabius, Hubert Védrine, Olivier Véran et d'autres, comme le PDG d'Engie, des membres de la famille Rothschild, la présidence de Radio France, de TF1. Je m'arrête là tellement la liste est longue. Ah si, j'oubliais aussi notre président, Emmanuel Macron. De son côté, la présence de la France en Chine représente 1100 entreprises françaises implantées sur 5500 sites qui génèrent 600 000 emplois, ce qui fait de la France le premier employeur européen de la Chine. Les domaines industriels investis par la Chine communiste en France ont augmenté de 86% depuis 2018 et représentent près de 14 milliards d'euros.
De grands groupes sont installés à Wuhan comme l'automobile PSA, Renault, Total, mais aussi Alstom, SEB, Areva, Pernod Ricard et d'autres fleurons de l'industrie française, donnant accès à nos secrets industriels. Wuhan concentre à elle seule 40% des investissements français. Au vu de toutes ces informations, posons-nous la question suivante. L'avenir de l'industrie française serait-il déjà entre les mains du Parti communiste chinois? Écoutons le sénateur Olivier Pascaud à ce sujet. L'Occident, et notamment les États européens et la France en premier lieu, doivent retrouver leur souveraineté pour de nombreux domaines. Par exemple, la production de médicaments, la production de masques, pour laquelle nous sommes dépendants aujourd'hui de la Chine. Donc il faut réorganiser le système économique mondial et pour dire les choses clairement, il ne faut plus que la Chine soit l'usine du monde parce que le monde est en danger à ce moment-là. Maintenant que nous venons de poser les bases, rentrons dans le vif du sujet et abordons tout de suite un aspect de cette infiltration qui est terriblement efficace. Il s'agit du soft power. Ça vous parle? Peut-être pas. Il s'agit d'une stratégie d'infiltration douce et silencieuse du régime de Pékin. Comment procède-t-il? Par le jumelage des villes, par exemple, au nom du développement industriel. Le Parti communiste chinois fait miroiter des accords gagnant-gagnant. Mais avec du recul, qu'en est-il vraiment? L'association Initiative Citoyenne constate dès 2018 que les instituts Confucius proposent l'apprentissage du chinois par une approche confucéenne en privilégiant les universités proches de sites militaires français. En 2019, elle enquête sur les sites internet du Hanban, qui n'est autre que l'école normale des enseignants des instituts Confucius. On découvre que les futurs enseignants sont tous membres du Parti communiste chinois. Sur leur contrat de travail, il est stipulé qu'ils doivent accomplir des services annexes et en référer à leurs supérieurs. Ces missions extra-professionnelles consistent par exemple à tenir un carnet d'adresses censé contenir des contacts bien placés, selon des cibles privilégiées du régime chinois, universitaires, militaires ou hauts responsables d'industrie locale. Les cours de chinois des instituts Confucius depuis 2010 restent inchangés. Selon le test HSK de la Fagerband Shinsish, le niveau est médiocre. Quant à l'esprit de Confucius, il n'en a que le nom. D'ailleurs, la cinéaste Doris Liu en dénonce l'imposture dans son film Au nom de Confucius. Ma Jiafei, secrétaire du Parti communiste du Hanban, évoquait dans un discours leur succès. Je cite : « Nous avons planté des drapeaux rouges partout dans le monde entier, mais nous sommes encore au stade de grimper la pente, qui est une phase clé. » Xu Xiaoyun, formateur et directeur de recherche sur l'esprit révolutionnaire de l'école normale de la province sud du Xiangxi, rappelait en 2018 aux élèves leur mission. Il faut intégrer l'ADN rouge dans le sang et le transmettre de génération en génération. Cela relève de notre responsabilité en tant qu'enseignants. Rappelons qu'Emmanuel Macron en 2016 avait confié à Marianne un message à la jeunesse, leur conseillant de lire Karl Marx. Doit-on y voir un projet d'avenir pour la pensée rouge? Début 2018, il a également encouragé l'essor des instituts Confucius pour développer leur présence et leur rôle et favoriser toutes les initiatives d'échange universitaire avec la Chine. L'infiltration de nos sites militaires se font par deux canaux principaux. Les écoles d'ingénieurs et les 400 entreprises travaillant pour l'industrie de l'armement. Fait étonnant, chaque année arrivent près de ces sites des vols d'hirondelles. Cette expression peut-être ne vous dit rien. Les hirondelles, il s'agit des surnoms donnés par les services de renseignement soviétiques KGB aux hôtesses dont la mission était de recueillir des informations sur l'oreiller. Alors, est-ce que ces hirondelles, recrutées par le PCC en mission pour se rapprocher de cibles précises, sont-elles arrivées en France? Le journaliste Antoine Isambard cite un rapport confidentiel du secrétariat général de la Défense qui s'inquiète justement du nombre accru de mariages entre militaires basés en Bretagne et d'étudiantes chinoises. Autre inquiétude, lors d'une audition à l'Assemblée générale,
l'amiral Moriot de Lille déclare avoir constaté une implantation étrangère de plus en plus forte autour des 4 centres de transmission de la force océanique stratégique. Par exemple, dans les environs de Roné en Inde, la Chine communiste a installé une université près de l'aéroport de Châteauroux. Elle y achète des terrains agricoles à côté de ce site militaire. Pourquoi le gouvernement autorise-t-il ces manœuvres sur son propre territoire? Selon Françoise Thibault de la revue Politique, la France, comme l'Europe, sont écartelées entre intérêts financiers et traditions individualistes et de laisser faire. Elle donne le conseil de calibrer leurs réactions et leur politique extérieure. Elle cite notamment les conséquences du soft power en Australie, qui après des années d'infiltration, d'une sinisation intelligente, se retrouve avec des Chinois naturalisés candidats aux élections. Selon une étude de Christopher Balding, professeur d'université à Fulbright au Vietnam, il y a des preuves directes importantes que le personnel de Huawei agit sous la direction des services de renseignement chinois, qui ont de multiples liens à travers toutes les structures de l'État chinois, donnant un accès ainsi sans limite aux données des utilisateurs et des fournisseurs de services. Jing Chun, ex-employé, affirme que Huawei est une unité militaire du régime chinois qui combine commerce, espionnage, renseignement et vol de technologie dans ses opérations quotidiennes. L'activité économique est bien évidemment un des leviers pour peser sur notre pays, à tel point que certains secteurs sont déjà pleinement infiltrés. Commençons tout d'abord avec le secteur agricole et viticole. Il faut savoir que les riches entreprises chinoises ont profité de la faible vigilance des autorités françaises pour acheter les plus belles terres agricoles et des vignobles les plus renommés. En effet, depuis 2016, plus de 1700 hectares de terres céréalières dans le Berry ont été achetés par le conglomérat chinois Reward Group en contournant la loi française. Ils ont continué l'année suivante par le rachat de 900 hectares dans l'Allier et pas moins de 165 châteaux et domaines, dont Saint-Émilion et Pomerol. La Fédération nationale du bois n'est pas en reste. Interrogé par Sud Radio, le président national de la filière bois, Jacques Dussert, nous apprend que la Chine a déforesté à outrance ses forêts et interdit toute coupe d'arbres pendant 99 ans. Il confie « Avant, c'était un chêne sur 3 qui partait en Chine. Et depuis le début de l'année, c'est pratiquement 2 chênes sur 3 qui partent en Chine. » Il explique que des traders mandatés par des banques chinoises se chargent des repérages pour les achats. C'est toute la filière bois qui est impactée avec près de 450 000 emplois menacés. Côté immobilier, nous pouvons affirmer que les Chinois ont une véritable appétence dans l'acquisition de biens prestigieux sur notre territoire. Rien qu'en 2018, les Chinois sont devenus les plus grands acheteurs d'immobilier totalisant 14% des transactions. De nombreuses marques connues comme AOS, les skis Salomon, Naf ont été rachetées par des entreprises chinoises. Côté santé, passons sur le cadeau que la France a offert à la Chine en matière de recherche de pointe. Et ce cadeau défraie la chronique depuis 1 an et demi. Si je vous parle du laboratoire P4 de Wuhan, ça vous dit peut-être quelque chose. Cette infiltration se fait de manière directe et parfois un petit peu plus dans le feutré. Prenons le cas d'Antoine Tesnière, conseiller à la question Covid-19 auprès de M. Véran et copilote de la France China Foundation. Il dirige une plateforme médicale dont le principal client est la Chine. Bon, rien d'alarmant sauf qu'en mars 2021, il a été nommé directeur du projet Paris Santé Campus. Pour rappel, ce site de 70 000 m² sera le lieu stratégique pour la protection des données de santé des Français avec l'indépendance stratégique pour la santé numérique. Cela peut difficilement nous laisser indifférents. L'inquiétude se porte aussi sur les partenariats hospitaliers et scientifiques avec la Chine. Le ministère de la Santé s'en est félicité en déclarant que la quasi-totalité de nos CHU ont été jumelés avec 17 grandes villes chinoises. Depuis 2006, l'ONG médicale internationale DAFO, basée à Washington, ne cesse d'alerter sur l'implication que peuvent avoir en coulisses les greffes d'organes en Chine. L'association, appuyée par des enquêtes internationales, dénonce la vente d'organes des prisonniers comme les bouddhistes tibétains, les pratiquants de la méthode bouddhiste Falun Gong, les Ouïghours et encore les chrétiens.
L'ONG juridique ETAC a apporté des preuves, des témoignages au China Tribunal International, constitué à Londres, qui a jugé les faits rapportés comme véridiques. Écoutons un de nos reportages à ce sujet. Le célèbre hôpital Jiangnan de Wuhan est même surnommé le modèle de coopération hospitalière sino-française. Celui-ci a aussi été accusé d'avoir participé au prélèvement forcé d'organes. La provenance de ces organes a fait l'objet d'enquêtes et un tribunal indépendant à Londres a récemment reconnu le régime chinois coupable de les prélever de force sur des prisonniers de conscience. China, to my knowledge, is the only country in the world where the government-run industrial program kills people and sells their organs. Endless hospitals in here. We go into them in great detail. We're talking about a very large hospital, endless amounts of transplant surgeons and transplant teams. Ces faits ont été appuyés par le professeur Francis Navarro du CHU de Montpellier. Il relate que lors de son déplacement dans la ville de Chengdu, il a vite compris que ces transplantations provenaient d'exécutions. Après avoir alerté sur ces faits, il a reçu une directive du gouvernement français stipulant « Soyez un petit peu plus discret parce qu'avec la Chine, ce n'est pas le moment de mettre cette problématique sur la table. » Pour replacer le contexte, tout ceci se déroulait juste avant les JO de 2008. Actuellement, tous les jours, plusieurs dizaines de personnes innocentes meurent de cette pratique, dont nous devenons complices par notre silence. S'il y a bien un domaine qui n'échappe pas aux ambitions du Parti communiste chinois, c'est bien celui des médias. La maîtrise de ces derniers offre à Pékin un outil puissant pour répandre de manière plus ou moins affichée sa propagande. Il faut savoir que le régime chinois a une volonté: étendre et répandre son idéologie sur le reste du monde. Mais pour cela, il a besoin de s'appuyer sur un certain nombre de relais qui feront office de caisse de résonance. Et c'est là que les médias jouent le rôle clé. La politique de propagande du régime chinois à l'étranger est appelée Dawei, signifiant grande propagande étrangère. Pour que celle-ci soit envisageable, cela implique l'apport d'énormes quantités d'argent et de main-d'œuvre pour pouvoir diffuser son idéologie dans les pays étrangers. Le régime peut aisément raconter son histoire contemporaine selon ses critères, en mêlant réalité et mensonge. La télévision et la presse sont les deux canaux principaux sur lesquels repose cette stratégie. Côté télévisuel, il y a la chaîne chinoise CGTN, qui, rappelons-le, a été chassée d'Angleterre pour fort soupçon de propagande. En ce qui concerne la presse, Pékin s'appuie sur un solide réseau de médias et de journaux comme Agence Chine Nouvelle, China Daily et bien d'autres. Ils forment un front unique clandestin pour localiser la propagande à l'étranger. Une fois les pions dispersés sur l'échiquier, le régime chinois œuvre en coulisses et s'appuie sur 3 tactiques pour diffuser sa propagande. La première consiste à coopérer avec des médias locaux influents dans des pays étrangers par l'échange d'espace dans les médias contre du contenu de l'autre partie. Clairement, le PCC paie pour son contenu de propagande. Les articles rapportent ainsi le contenu de ses porte-paroles dans les médias locaux. La deuxième tactique, nous l'avons abordée, il s'agit de courtiser des rédacteurs et des influenceurs du monde entier pour que leurs reportages confèrent de la crédibilité au régime chinois. Notamment pour prouver au peuple chinois que le monde entier approuve les politiques du Parti communiste. De nombreux journalistes étrangers sont ainsi choyés par Pékin via de fastueux programmes de formation. La contrepartie est simple. Le média concerné assurera une couverture positive sur la Chine. La dernière, un peu similaire à la précédente, s'appuie encore sur les médias des pays ciblés en améliorant leur équipement. Et bien sûr, en retour, ces entreprises doivent produire des reportages glorifiant le régime chinois qui participe activement au développement économique de la région. Depuis le Covid-19, les autorités chinoises ont sensiblement renforcé leur contrôle de l'information. Devant l'économie affaiblie de l'Occident, la Chine exerce pression et intimidation sur les médias pour imposer sa ligne idéologique et manipuler l'information à l'échelle mondiale. Est-ce pour détourner l'attention sur la véritable origine du virus de Wuhan? L'agence de presse Xinhua a ouvert en 2013, à 2 pas de l'Élysée, une plateforme pour des soi-disant échanges culturels avec la France, dont le PDG, Long Xiongling, qualifié de centre culturel de l'Europe. En décembre 2018, cette agence
convenaient avec l'AFP de renforcer leur coopération dans les domaines tels que la vidéo, les photos, la téléphonie ou les nouveaux médias. Mais en mars dernier, le magazine Marianne a mis en lumière un article paru sur le journal L'Opinion, qui publiait mot pour mot 2 articles du quotidien du Peuple. Le premier glorifiait la capacité de la Chine à réduire la pauvreté par la préservation écologique. Le second vantait la résilience de l'économie chinoise, annonçant qu'une centaine de nouvelles entreprises à capitaux étrangers sont créées en moyenne chaque jour. On y apprend que pour ce type d'encart, l'Opinion aurait pu toucher entre 17 000 et 30 000 euros l'unité. En mars 2019, selon l'Express, lors de la visite officielle de Xi Jinping en France, Xinhua a fait diffuser des publics rédactionnels dans Le Parisien, Le Figaro, Les Échos ou Le Monde pour la promotion du modèle économique chinois. Selon une source de France 2, cette campagne pourrait avoir coûté plus d'1 million d'euros à Xinhua. Les médias sociaux servent aussi dans cette entreprise de propagande. Dans leur étude du journal Le Monde, la chercheuse de Stanford, Vanessa Molter, et la spécialiste en désinformation, René Di Resta, notent que, début 2020, l'activité publicitaire de la chaîne CGTN a largement promu les articles liés à la pandémie. Les publicités de la chaîne ont permis de toucher une large audience anglophone au début 2020, avec plus de 80 millions d'affichages, comprenant des liens vers des articles favorables à la gestion du virus par le PCC. Au vu des thèmes abordés précédemment, on est en droit de se demander pourquoi fait-on insidieusement tant de place à la Chine communiste en France? N'est-ce qu'une histoire d'intérêt? On entend communément dire qu'un gouvernement profond nous dirige. Mais qu'en est-il vraiment? Je vous propose de sonder avec vous les profondeurs cachées. Première question. Quelle est l'origine du communisme? Pour la plupart des gens, Karl Marx est la réponse. Mais pour les marxistes, leur réponse serait probablement François-Noël Babeuf. Il fut considéré comme le premier communiste à chercher à prendre le pouvoir lors de la Révolution française. Mais la vraie origine du communisme est très complexe. Mais d'après certaines recherches, ses premières origines remontent aux Illuminati. Ces Illuminati seraient l'élite d'une autre confrérie plus connue qui est celle des francs-maçons. Leur connexion reste opaque, mais elles partagent un socle commun qui est de briser la relation entre l'homme et le divin, et aussi d'établir une domination mondiale de leur idéologie. Imposer au peuple une pensée politique correcte, abroger les valeurs traditionnelles, établir un esprit de lutte semble être les armes privilégiées d'une guerre de l'esprit qui est largement relayée par de nombreux médias de masse. Prenons la franc-maçonnerie par exemple. Serge Abad-Galardo, écrivain et ancien franc-maçon, décrit un culte à Lucifer, en reprenant une citation d'un représentant officiel qui déclarait « Nous sommes la religion de l'hérésie, nous sommes la contre-église et nous devons poursuivre la destruction de l'église. » Interrogé dans notre émission Esprit français, il nous explique l'influence que joue la franc-maçonnerie en France. On l'écoute. La plupart des politiques, des décisions politiques qui sont prises, notamment les décisions législatives, sont des décisions maçonniques. Monsieur Abad-Galardo affirme que certains francs-maçons haut placés font partie du groupe similaire aux Illuminati. Il faut savoir que ce groupe s'est exprimé dès 1950 devant le Congrès américain en ces mots « Nous aurons un gouvernement mondial. Que cela plaise ou non, le tout est de savoir si on le tiendra par la force ou par la ruse. » Mais revenons à Karl Marx. Dans un article de Vision Times, on découvre qu'il avait voué un culte à Satan. Voici 2 extraits de ses poèmes. Écoutez bien. Le premier s'intitule Le violonneux. Jusqu'à m'ensorceler, à dérégler mes sens, avec Satan, j'ai fait affaire. Et depuis lors, c'est lui qui tient mes comptes. Lui qui bat la mesure et moi, toujours plus libre, je joue la marche funèbre. Un deuxième aussi, intéressant, fierté humaine. Écoutez bien. Les mots que j'enseigne sont tous mêlés dans une confusion démoniaque. Ainsi, chacun peut croire vrai ce qu'il choisit de penser. Dédaigneusement, je jetterai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce géant pygmée dont la chute n'éteindra pas mon ardeur. Puis comme un dieu victorieux, j'irai au hasard parmi les ruines du monde et donnant à mes paroles puissance d'action, je me sentirai l'égal du Créateur.
Doit-on comprendre, avec une telle ambition dans l'âme, que suivre Marx finit par déboucher par un état d'esprit de domination politique? On sait maintenant que la Chine s'active pour accéder à une hégémonie mondiale pour 2049. Lin Li, canadienne, confie au journal Epoch Times l'objectif final de la stratégie mondiale de développement de la République populaire de Chine est de changer l'ordre mondial actuel, afin de pouvoir gouverner sur le monde. Vous l'aurez compris, l'influence du Parti communiste chinois transcende nos frontières. Comment interpréter ce qui semble être une connivence d'intérêts entre la Chine et la France, et par extension, du gouvernement profond? Si aujourd'hui, nous n'avons pas encore toutes les réponses, rien ne nous empêche de regarder les idées de citoyens actifs pour faire front. En Hongrie, par exemple. Pour s'opposer à l'implantation d'une université chinoise, la mairie de Budapest a renommé les rues autour de son futur site. Route du Dalai Lama, rue des martyrs ouïghours, rue de Hong Kong libre. Je vous laisse imaginer la future adresse de cette faculté. Cécile Coudriou, de son côté, présidente d'Amnesty International en France, rompt le silence en pointant les exactions de la Chine vis-à-vis des minorités croyantes ou pro-démocratie. Autre exemple, l'association Initiative Citoyenne se mobilise et dénonce les avancées chinoises sur notre territoire par le biais des instituts Confucius. Toutes sortes de pétitions circulent également via différentes ONG pour mettre fin à ces atrocités. Certaines vont demander jusqu'à l'éradication du communisme. Si ce genre d'action vous semble être à la taille un grain de sable, sachez qu'elle dérange énormément le Parti communiste chinois, qui craint avant tout qu'il ne finisse par gripper sa machine de propagande. Gageons que ces démarches ouvrent la voie à bien d'autres et contribuent ensemble à causer sa perte. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.